Allez, c'est parti, je vous propose qu'on démarre. Je partage mon écran. Si tu le fais live en Facebook, je vois. Est-ce que tu peux me taguer sur mon compte perso comme ça Bien sûr. mes amis voient le truc? Bien sûr, pour relayer, tout à fait. Si tu peux bien me taguer sur mon compte personnel Yes. et pas public, comme ça, comme ça on aura plus de C'est noté. Bon, un eh peu bien, plus écoutez, de. je vous propose qu'on démarre. Donc, ça y est, il est 12h38. Voilà, bonjour à tous. On est déjà pas mal de connectés. J'espère que vous allez bien depuis vos maisons respectives. Je me présente, je suis Alexandre. Je fais partie de Emera. Emera, c'est un accélérateur de start-up créé à Bordeaux en 2016, qui a été monté par des entrepreneurs, justement pour des entrepreneurs. On a plusieurs activités. On est donc accélérateur de start-up avec un fonds d'investissement. On accompagne de jeunes startups dans leur croissance. On a également un espace de coworking et on fait de l'événementiel. Donc voilà, on a 3500 espaces de mètres carrés en plein Bordeaux, donc en 2 lieux. Et puis voilà, aujourd'hui, on a 80 entreprises qui travaillent en coworking, 25 startups en accélération. Et ben voilà une petite photo de la Halle Emera si vous n'y avez pas été. Bien évidemment, la Halle est fermée aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on organise beaucoup d'événements en ligne. À vrai dire, chez Emera, ça fait presque 3 ans qu'on en organise tous les ans, parce qu'on avait souvent des intervenants autour de nous qui n'étaient pas forcément à Bordeaux, des intervenants brillants. Et l'idée, c'était justement pendant le confinement de vous apporter régulièrement du contenu. Et là, aujourd'hui, c'est le troisième webinar. On a organisé 2 premiers webinars qui ont bien fonctionné également. Et on en organise 2 prochainement, dont le prochain qui est vendredi 3 avril sur la communication de crise. Donc, on a donc Sophie, qui est une personne proche de notre écosystème à Bordeaux, vous proposera des conseils, un peu un kit pour bien organiser votre communication de crise. Et puis, je vous rappelle que tous les webinaires Emera sont enregistrés et diffusés sur la page Facebook Emera Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Donc, l'intervenant du jour, c'est Arnaud. Arnaud, tu es avec nous? Je suis là, je suis toujours là. Bon, super. Du coup, peut-être pour dire un peu comment on s'est rencontrés avec Arnaud. Arnaud, toi, ça fait pas très longtemps que tu es à Bordeaux. 3 mois, mais j'ai rencontré les meilleurs, toi, tout de suite. Et du coup, c'est vrai que comme dans la Halle Emera, on fait beaucoup d'événementiels et que Arnaud également est conférencier professionnel, hein, c'est son métier. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans que tu fais ça? Ouais, enfin, en tant que dans le domaine de la motivation, de l'inspiration, ça fait 6 ans. Avant, c'était en comédie que je faisais ça, donc très différent. D'accord. Et du Six coup, ans dans tout ce qui est intelligence émotionnelle, psychologie positive, motivation d'entrepreneur. ok. Du coup, aujourd'hui, toi, tu es t'es entrepreneur, tu as monté des collectifs, des boîtes, tu as été à New York, aujourd'hui, tu es à Bordeaux. Enfin, voilà, tu as pas mal bougé, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, Donc, c'est le job, ouais. voilà, en fait, quand le confinement a démarré, on s'est appelé avec Arnaud, on s'est dit pourquoi ne pas proposer justement quelque chose autour de l'entrepreneuriat, autour des valeurs. Quelle est la raison, qu'est-ce qui vous donne cette motivation pour être entrepreneur? Et puis, écoute, Arnaud, je te passe la main, tu te présentes Cool. un petit peu? Bah, écoute, merci. Donc, je fais share mon screen, j'imagine. Ah non, c'est toi qui dois me demander Ouais, dois- exactement, je te passe la main. je crois que Si tu tu dois veux, me tu passer peux le ça. partager. Super. Euh, Stop. OK. Super. Euh, j'ai mis quelques slides, mais mon but, c'est de vous inspirer. C'est de parler de choses, moi, qui m'intéressent, qui est le moteur qu'on a interne. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge le matin? Alors, j'ai commencé par cette slide. J'adore monter des événements un peu différents chaque fois dans différentes parties du monde. Là, c'était à Lille. Je suis revenu de New York Express. Ça s'appelait Happy Hacking Days. On a créé une communauté d'ingénieurs fascinés par tout ce qui est bonheur, bonheur personnel et bonheur d'entreprise. Et on a créé un petit peu ce mouvement qu'on appelle Happiness Tech, Happy Tech aujourd'hui. C'était il y a 6, 7, 8 ans maintenant. Et puis, on a créé les premières apps sur le bonheur. Puis après, j'ai fait ça en Amérique latine, à New York, etc., etc. Et pourquoi j'ai mis ça pour commencer, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut une communauté autour de nous. Quelle que soit la communauté, votre communauté de votre coworking space, d'autres entrepreneurs, une communauté d'entrepreneurs, il y en a plein dans le monde, hein. Il y a les YPO, il y a
Startup Leadership Programme, dont je faisais partie à New York. Ils ont des chapitres à Paris et seulement à Paris pour l'instant. Vous pouvez en créer dans le reste de la France. Mais en tout cas, vous voir avec une autre communauté d'entrepreneurs au moins une fois par semaine et d'être vraiment transparent sur vos émotions. Pour moi, être entrepreneur, euh, on- Alexandre, on voit autant ce que je dis que la slide, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est bon. Peut-être mets-toi en plein écran si tu veux, comme ça prend toute la. Ouais, ouais, très bien, je vais Mais faire c'est ça. en tout cas, on t'entend bien, on te voit bien. C'est pour ça que je sondais un petit peu le public. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions. Moi, je suis sur le chat. D'accord. Donc voilà, on commence par une communauté et de se dire, c'est que des gens ensemble qui se disent, on est entrepreneur. Et entrepreneur, pour moi, c'est quoi? C'est de maître de son destin. C'est pas celui qui a pas peur, un entrepreneur. C'est celui qui a peur, mais qui va quand même. Moi, je peux vous dire que chaque fois que j'ai changé d'industrie, de métier, de pays, de ville, ou je ne sais trop quoi, alors j'y vais avec cette passion, cette motivation, et je vais vous en parler comment elle vient, comment on la construit, comment on l'accompagne, comment on la fait émerger. Mais à un moment donné, il y a des doutes. Comme tous les entrepreneurs, comme tous les artistes, à un moment, je vais me lever à 3 heures du matin. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas en train de foutre ma vie en l'air, de gâcher au lieu d'avoir un boulot stable qui paie bien tous les mois? Eh bien non. Tu reviens parce que tu es entrepreneur. Tu veux être maître de ton destin. Tu veux faire en sorte de diriger ta vie comme tu l'entends, avec les hauts et les bas. Alors moi, Deuxième truc que je veux dire, ouais, je te laisse mettre en plein écran. Du coup, tu l'as le en view plein full screen. C'est pour le. je peux pas faire plus que celui-là, là, pourtant. Là, moi, j'ai en Si, plein écran. en view, Euh, moi, je peux pas faire plus que ça. Actual full sound, screen mode. Full screen mode. full screen mode. En bas, dans view, full screen mode. Voilà. Où je vais là? Dans view, full screen mode. Tu as un truc tout au-dessus du tracker en bas. Oui, je le vois pas, le full screen mode. C'est dans View, c'est tout en bas, c'est le troisième en partant du bas. Voilà, full Ah screen. oui, Voilà, d'accord. Ouais, parfait. je suis un peu nul en technique parfois, hein. Ouais, t'inquiète. Voilà. Parfait, merci. Cette communauté, par exemple, chaque fois que j'ai fait des trucs dans la technologie, et j'en ai fait quelques-uns, voilà, je prends des gens qui sont 3 fois mieux que moi en technologie, en bouger les slides, etc. Chaque fois que je fais une conférence, c'est jamais moi qui tiens le clicker, c'est quelqu'un d'autre. Donc, voilà, être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est de savoir ce sur quoi on est moins bon. Et puis d'aller avec ses doutes. Alors, je vais essayer de vous donner le plus de conseils, de motivation, de gens que j'ai rencontrés, que j'ai coachés. Après ces hackathons, j'ai eu la chance d'être entrepreneur in residence dans un accélérateur de start-up à hop, je vais voir si ma slide elle va bien en bas. À, en Afrique du Sud, un endroit qui s'appelait 88 MPH. Et c'est là, c'est la première fois que j'ai entendu cette phrase. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Euh, on voit tout comme un mystère. Moi, je me dis, depuis le confinement, chaque soir, se dire, qu'est-ce que j'apprends sur moi par rapport à ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres par rapport à ce que j'ai en train de vivre? Qu'est-ce que j'apprends de la vie en général et du monde? Euh, alors, il y a toutes sortes d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs sociaux et puis ceux qui veulent faire un impact dans le monde, qui veulent vraiment changer le monde au niveau sociétal, et puis ceux qui veulent recréer, modifier une industrie existante, de ce que j'ai compris. Et ça, c'est le principe, c'est qu'il faut trouver le moyen de rentrer dedans. Quel que soit le moyen, on va arriver à trouver l'industrie, que ça soit trouver la bonne personne, la bonne équipe, même si la personne elle est au bout du monde, ce qui fait que j'ai changé 7 fois de pays pour aller dans un autre pays, juste pour faire partie d'un accélérateur de start-up, je l'ai fait en Afrique du Sud. Quand j'ai voulu travailler dans la promotion de nightclub, il a fallu que j'aille à Tokyo. Quand j'ai voulu être acteur, il a fallu que je me barre à Los Angeles. Bref, euh, mon truc, c'était comment je peux réunir le plus vite possible cette énergie intérieure pour aller dans ce que j'aime et d'aller à l'essentiel. Ce que j'ai compris avec les 300 entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé depuis maintenant 6 ans, j'ai monté un événement qui s'appelle standupforpassion.com. Et là, on a une chaîne YouTube. Vous pouvez regarder ceux que j'ai coachés, que j'ai mis en scène sur différents pays. Des personnes que vous connaissez peut-être, dont Alexandre Mars, président de Bliss Capital, euh, Ilan Beacera à New York, Mathieu Nouzareth, ou même l'investisseur et aventurier Luc Hardy. Tu m'entends bien, Alexandre?
Tout va bien? Ouais, super. Ouais. Euh, et ce que j'ai vu chaque fois, pour tous ces entrepreneurs, euh, c'est que la seule chose qui compte, c'est ce moteur, c'est cette raison d'être. C'est à quel moment dans leur vie ils se sont dit qu'il y avait un point de non-retour. Ça se passait peut-être pas bien personnellement, ça se passait peut-être pas bien à la maison, ça se passait pas bien dans leur industrie. Et à un moment, ils se sont dit, je ne peux plus faire autrement. Je ne peux plus faire autrement que de bouger et de me lancer, quoi qu'il se passe. Et je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je n'ai aucune vraie stratégie. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, après, il y a des entrepreneurs financiers qui démarrent toujours avec une stratégie. Ceux-là, je les coach moins parce qu'ils ont presque moins besoin de moi. Ils ont leur truc. Ça passe ou ça casse, mais on va de A à Z. Ceux avec lesquels j'ai travaillé, c'est une émotion chaque fois qu'ils commencent la chose. Et cette émotion, elle vient de son propre storytelling. Ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé, pour ce que tu as fait, et d'essayer peut-être d'aller 10 ans en arrière et de savoir où ça a changé, où tu t'es compris, où tu es devenu la personne que tu es actuellement. Ça peut être une conversation avec quelqu'un que tu as rencontré, ça peut être un business qui n'a pas marché. Dans mon cas, ça a été, j'avais prévu de raconter mon histoire plus tard, mais dans mon cas, ça a été 2-3 trucs qui n'ont pas marché. Donc, il y a 10 ans, juste après la crise économique, en 2008-2009, on a essayé de vendre un film qu'on avait produit. On a eu un peu moins de 500 cas en private equity. On a fait une espèce de comédie, documentaire complètement starbé out of the box, mais on avait un petit peu un following à Los Angeles. Et puis, 80% des boîtes de distribution ont fait faillite. Ben, j'ai dû me relever, j'ai dû faire autre chose. J'avais 2000 euros sur mon compte à l'époque. Me suis barré à Tokyo et j'ai travaillé dans le monde de la nuit pendant 1 an, histoire juste de me refaire financièrement et mentalement. Et grâce à ça, ma raison d'être, ça a pris de l'ampleur. La raison d'être, ou le purpose en anglais, ça n'a surtout pas besoin d'être figé. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 5 ans, ça peut durer une vie. Mais c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous donnez à fond sur ce qui vous intéresse, sur ce qui est votre vie au jour d'aujourd'hui. En prenant mon exemple, on va dire que la première partie de ma vie jusqu'à 30 ans, c'était juste me connaître, m'expérimenter. Qu'est-ce qu'il y avait en moi qui ne marche pas, mes forces, mes faiblesses. Après la deuxième partie, de 30 à 35 ans, c'était divertir. Je faisais un peu le con sur scène à Los Angeles en tant que comique, produire des courts-métrages et puis ce long-métrage. Voilà, c'était juste divertir. Et puis après, ça a été promouvoir l'innovation. Quand j'ai commencé à travailler dans des incubateurs de start-up, monter des hackathons, aider ces tech entrepreneurs à pitcher, ça a été juste j'étais passionné d'innovation technologique. Alors, je ne suis pas un tech moi-même, mais je sais comment parler, comment m'exprimer, comment communiquer, comment créer un événement. Et puis là, depuis 6 ans, depuis que j'ai monté cet événement, c'est juste faire émerger la raison d'être des entreprises, des gens, que ce soit des grands groupes, que ce soit des petits entrepreneurs, que ce soit des moyens entrepreneurs. Et la meilleure façon que j'ai compris pour les faire émerger, c'est juste d'écouter leur histoire. Écouter leur histoire, écouter leur histoire. Donc, c'est vraiment pas une science exacte. Hein. C'est une science qui a trait plus à l'intelligence émotionnelle qu'autre chose. Et vous n'avez pas besoin d'engager un coach comme moi. Vous pouvez simplement prendre 2-3 amis qui ont une superbe écoute, qui écoutent votre histoire pendant 2 à 3 heures, du moment où vous êtes né jusqu'à maintenant. Et leur but, c'est de reconnaître les émotions dans votre histoire. C'est-à-dire à quel moment vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, voilà, je conseille à tout le monde. Pour moi, c'est la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur qui cherche sa raison d'être. Moi, c'est ma philosophie de vie. Alors, je différencie la raison d'être de votre philosophie de vie. Philosophie de vie, c'est quelque chose qui reste en ligne rouge tout le temps derrière. Moi, c'est être sur un fil, c'est vivre, et le reste n'est qu'attente. Je vous propose ce serait bien que je regarde un petit peu les chats, effectivement, savoir euh, euh, les chats pour savoir ce que vous me dites, ça serait intéressant. Déterminer. Oui, pas de questions. Hein. Pour l'instant, pas de questions, Arnaud. Bon, je continue. N'hésitez pas. Ou n'hésitez pas, comme si je ne regarde pas le chat, n'hésite pas à me dire, Alexandre, ce qu'il y a dans les chats, d'accord? Oui, compte sur moi. Super. Euh,
Ok. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, il y a plein de principes, hein. Découvrir sa raison d'être, la meilleure que je connais, c'est votre storytelling. Vous avez en face qui cherche cette émotion, hein. Et ce dont je vous parle, je l'ai fait aussi bien avec des grands groupes comme Cartier, comme Chanel, comme Dior, avec des petites startups de quartier, on va dire, ou avec des unicorns comme Karim au Moyen-Orient qui vient de se vendre pour 4 milliards de dollars. Euh, avec tous, c'est la même méthode. Je prends plusieurs personnes en face de moi, je les écoute une par une, je cherche là où est l'émotion. Là où est l'émotion, dans la voix, dans le physique, dans les non-dits, là où leur vie a pris un tournant. Et aujourd'hui, je trouve ça quelque part passionnant, cette crise pour vous en tant qu'entrepreneur, vous allez aller à l'essentiel. Est-ce que la boîte sur laquelle vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vraiment ça représente vos valeurs? Est-ce que vraiment ça représente ce que vous êtes ou pas? Est-ce que les gens qui sont avec vous représentent votre valeur ou pas? Parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais l'un des avantages de connaître, de comprendre sa raison d'être, c'est de motiver, bien sûr, ton équipe. Euh, je parlais à Jonathan ce matin qui va peut-être rejoindre mon équipe. Je suis en train de monter une plateforme de education online sur ceux qui changent le monde sur la terre entière. Je me dis, on a du temps de rester à la maison et pourquoi pas découvrir des gens que j'ai rencontrés au Népal, au Tokyo, un peu partout, qui ont voilà, un truc différent et qui sont peut-être pas du tout tech, qui vont peut-être pas faire un cours en entreprise ou qui vont peut-être pas faire du Skype ou du Zoom, je ne sais quoi, mais ils ont quelque chose à donner. Mon truc, c'est de les amener derrière l'écran. Et je parlais à Jonathan, je lui dis, voilà, est-ce que tu es passionné par ça? Est-ce que tu es passionné par l'éducation online? C'est quoi ta raison d'être par rapport à ça? Les crises et les opportunités. J'ai vécu au Japon, qui pour moi est un des pays les plus passionnants au niveau raison d'être. Paradoxalement, avec la manière dont ils fonctionnent, au niveau du management, ils ne sont pas toujours géniaux, mais au niveau personnel, il y a des choses à prendre. Alors, certains connaissent peut-être ce que j'ai mis là sur l'écran, Ikigai, sur le côté, qui est cette philosophie pratico-pragmatique japonaise de comprendre sa raison d'être. Tu mets d'un côté ta passion, ta mission, ta profession, ta vocation. Et en gros, tu mélanges dans un coin comment tu peux gagner de l'argent avec tes skills, qu'est-ce qui vraiment te passionne, de quoi le monde a besoin, et puis finalement ta passion. C'est une des manières. Donc, une des manières de trouver sa raison d'être, c'est de faire ce storytelling, de trouver votre émotion. Ça, il faut le faire avec quelqu'un d'autre. C'est très dur de le faire pour soi-même. L'ikigai, passer un peu de temps ça, tu peux le faire pour soi-même parce que c'est presque un peu une Excel sheet sur le raison d'être. Et puis après, de comprendre les crises actuelles. Je vous disais, le Japon est un de mes pays favoris. J'y ai vécu 4 ans. Donc, j'ai appris des éléments philosophiques comme ça passionnants, mais d'autres aussi. En 2011, mon business de nightclub promotion, j'avais monté French Tuesday, pour ceux qui connaissent, des soirées un peu à la française en Asie. Et ça a très bien marché jusqu'à mars exactement, le même mois, mars 2011, parce qu'il y a eu le tsunami, il y a eu Fukushima qui a tué 20 000 personnes avec la centrale nucléaire qui a merdé. Donc je suis parti du Japon, j'ai dû me refaire. Autre chose, à ce moment-là, j'étais dans l'humanitaire et puis après, je suis parti dans d'autres choses. À l'époque, je suis parti en humanitaire en Afrique. Est-ce que j'ai suivi ce qui s'est passé à Fukushima depuis? Aujourd'hui, les indices du bonheur à Fukushima sont plus hauts que les indices avant la crise. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent le World Happiness Report, qui fait des indices de bonheur par pays, par région, la ville de Fukushima est beaucoup plus... la région de Fukushima est beaucoup plus soudés entre eux. Pourquoi? Parce que individuellement, les gens ont une raison d'être. Ils sont beaucoup plus reconnaissants à la vie. Et puis et deux, ils ont trouvé une raison d'être en termes de communauté. C'est pour ça que la raison d'être en termes d'équipe, il faut se la poser. Dès qu'on est 20-25 dans l'entreprise, il faut se poser et qu'elle soit alignée entre tes employés et toi. Ça, c'est ta recommandation, 20-25 personnes, c'est un peu le minimum justement. Oui. Parce que 20-25, parce qu'en dessous, bon, si c'est une start-up et puis ils sont un bon produit, s'ils sont, je ne sais pas, dans le e-games aujourd'hui ou dans le cybersécurité, ou tout, voilà, il y a 8-9 trucs qui cartonnent malgré la crise. Bon, ils n'ont pas trop besoin de se poser des questions. Pour toutes les autres, c'est-à-dire 80% d'entre nous, moi y compris, hein, moi j'étais dans l'événementiel jusqu'à maintenant, au 1er mars,
Là, je devais faire 5 grosses conférences sur toute la France, au MEDEF, au MIPIM, etc., tout annulé. Donc, je me retrouve avec 5% de mon business model, mes cours, ce que je faisais en ligne. Donc, je suis complètement obligé de me recréer. Mais je suis tout seul. Donc, c'est facile pour la motivation, un peu plus facile que les autres. Jusqu'à 20, on peut se remotiver assez facilement. Au-dessus de 25, il faut vraiment se poser des questions. Il faut se poser les questions, prendre une journée complète et se poser les questions vraiment. C'est quoi ta raison d'être? Une personne par une personne. Et pas de chichi, pas de j'aime faire de la planche à voile à Tombouctou, j'aime faire le gus sur les toits de Paris. Non, non, pas des trucs cons à la mort moelle. Faire des vrais trucs. C'est-à-dire, à quel moment tu as compris la personne que tu étais? Souvent, ça est lié à des choses dramatiques, hein, la mort d'un grand-père, le divorce, une faillite personnelle, etc. Et ça encore, ce que je vous dis, c'est la même chose que je fais pour ces grands groupes, grandes startups, petites startups, petits comités ou organisations gouvernementales, non gouvernementales, les Nations Unies. J'étais à l'UNICEF en Iran juste avant de partir en juin, quand le stress a commencé à être énorme avec ce qui s'est passé avec les États-Unis, etc. J'ai fait ça aux Nations Unies, à UNHCR, à Genève, en décembre. Donc, tout le monde en a besoin, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau. Et puis, je dirais même plus tu as un besoin, plus tu es intellectuellement élevé, plus tu as besoin de ça. Parce que si tu es super intelligent, tu te poses des questions, trop de questions. Si tu te ressasses sur ta raison d'être, sur ton moteur interne, tu vas pouvoir continuer et tu vas pouvoir te lever le matin. Oui, c'est vrai qu'il y a une remarque de Evans qui dit que ben, le Covid-19, c'est un bon déclencheur justement de réfléchir à cette raison d'être. Comme tu disais, la crise tout à l'heure à Fukushima, on peut faire un parallèle là-dessus, quoi. Moi, il y a, alors je ne peux pas vous le dire, le nom, il y a un groupe industriel avec lequel je parle depuis 2 ans de faire des choses. Hein, c'est des milliers de personnes à travers le monde. Ça fait 2 ans. Et là, il m'appelle hier, il me dit Arnaud, on a besoin de toi là. Ils n'osaient pas m'amener parce que je suis intelligence émotionnelle, je suis à fond soft skills, je ne veux pas parler business, je ne veux pas parler stratégie, je parle que de ce que je vous parle et la façon dont je vous parle actuellement. Et là, tout d'un coup, ils ont besoin de moi. Bah oui, parce qu'il y a des managers qui pètent les plombs. Comment on va faire? Ceux qui ont une voie toute tracée, qui avaient des Excel sheets, qui avaient des plans à 6 mois, 2 ans, 3 ans, bah, tout d'un coup, tu es hors contrôle. Et la raison d'être, ça te permet d'avoir un petit peu de contrôle. Ouais, on va prendre mon exemple. J'ai plus d'événements. Voilà, j'ai plus d'événements, des événements sur lesquels je bossais, un gros événement de 2000 personnes en septembre à Paris avec le Théâtre du Châtelet, sur l'inspiration. On allait amener 7 personnes de banlieue qui ont des histoires extraordinaires et comment ils ont réussi sans réseau. On avait des gros partenaires, bien sûr, c'est mort. Tous mes événements en juin, c'est mort. Je me ressens sur ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est d'inspirer. Comment je peux inspirer les gens? Je peux les inspirer en ligne, via ces webinaires gratuits, via des formations, via une plateforme d'éducation online que je peux monter là, maintenant, puisque les gens ont du temps. Je peux parler à mes potes ingénieurs, je peux parler à mes potes investisseurs, ils ont un peu plus de temps. Et ça, c'est le moyen. Voilà. Mais on se rejoint toujours sur le moteur. Une des choses importantes, c'est la discipline au niveau de la raison d'être. Moi, j'ai appris ça sur le tas. Hein. Pendant 20 ans, j'ai eu zéro discipline. J'ai appris ça il y a 5 ans. En fait, quand je me suis, ce qui est étant paradoxalement, quand je me suis lancé dans le coaching et la raison d'être, j'ai dû me créer pour la première fois une discipline, hein, qui est l'autre côté du cerveau. Moi, j'étais que cerveau gauche, j'étais que cerveau droit, et pour la première fois de ma vie, je devais être un petit peu cerveau gauche. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une structure mentale pour moi continuer à me motiver. Donc ça, on va parler 5 minutes de ça, je crois que c'est important. Aujourd'hui, dans la crise, il vous faut une discipline mentale, que ce soit si vous levez à 5 heures du matin, comme Joe DeSanta, le président de Spartan Race à New York, qui a dit, qui parlait de vulnérabilité de raison d'être il y a quelques jours sur Webcast, et qui a dit, je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec mes 495 employés. Tout mon business, c'est de l'événementiel, pour ceux qui connaissent les Spartan Race, les Tough Mudder, qui sont ces courses, des moitiés de marathon avec des obstacles, truc que j'adore, assez intensif et de l'adrénaline. Et il dit, voilà, j'ai plus de business, plus d'événements autour du monde, j'ai 495 employés, je ne sais pas quoi faire. Mais je me ressens sur mon purpose. Mon purpose, c'est d'aider les gens physiquement à se dépasser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et tous les matins, il se lève à 5 heures du matin, il fait des webcasts et il interviewe des gens comme Alexandre est en train de faire avec moi. Donc, lui aussi a compris cette histoire de discipline. Discipline, c'est vous rappeler, donc,
pourquoi vous êtes reconnaissant. Déjà, en étant que Français, on a jackpot. On a la sécurité sociale, les hôpitaux gratuits, l'éducation gratuite, etc. De se rappeler ça chaque matin. Deux, vos propres gratitudes, c'est-à-dire pourquoi vous êtes reconnaissant. Si vous êtes bien ou pas physiquement, ce que vous avez réussi dans votre vie, si vous avez fait des études ou pas, si vous avez la chance d'avoir, je ne sais pas, une partenaire, un époux, des enfants ou pas, si vous avez la chance d'avoir une maison ou pas, enfin, quel qu'il soit, quelles sont les 50 choses tous les matins, moi, je me force à les faire. Tous les matins. C'est comme brosser les dents. Il y a des matins, je ne vais absolument pas le faire. Mais je me force. Quelles sont les 50 choses pour lesquelles je suis reconnaissant? Mon business est foutu en l'air. Il faut aussi que je me motive. Et on a tous les moyens de se motiver. On a tous des assets, des choses qui, après 20 minutes de sport, obligatoire, on peut tous faire des pompes, c'est le minimum. Même si j'en parle, pour moi, c'est très lié à la raison d'être. Je sais que ça sonne assez américain, mais c'est aussi important le sport, surtout dans une époque dans laquelle on vit, confiné comme ça, que tout le reste, que tout ce que vous avez pensé, toutes les stratégies, que tous les amis avec qui vous allez parler. La méditation, bien sûr, le mindfulness, si vous pouvez, mais faites ça juste 3 minutes. 3 minutes, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la méditation? En gros, pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ont peur, c'est juste regarder ses pensées, ne pas réagir aux pensées qui viennent actuellement. C'est tout. Et en gros, c'est comme dans ton desktop, tu vas faire poubelle le matin aux documents dont tu n'as pas besoin. Voilà, tu fais un peu une poubelle mentale. Tu enlèves tout ce qui n'est pas l'essentiel. Tu peux passer à l'essentiel après. Tout ce qui était négatif, tu les regardes, tu réagis pas, tu passes à l'autre chose. Donc, la gratitude, le sport, la méditation, des lectures positives, il y en a à foison. Moi, mes favoris, c'est Jason Silva sur Instagram, c'est Wayne Dyer, l'un des meilleurs motivateurs américains. Et puis après, de se rappeler sur qu'est-ce que vous pouvez contrôler maintenant autour de vous. Que ce soit votre cash flow, que ce soit les business futurs, que ce soit les amis, que ce soit vos relations, contacts, business, tous les gens à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler et vous passez l'entière majorité de la journée sur ce que vous pouvez contrôler jusqu'à peut-être 16-17 heures. Et si vous voulez regarder les news, surtout ne pas regarder les news dès le matin, surtout pas avant 10 heures. Utilisez tout ce que vous avez dans les neurones, sur les 100 milliards de neurones qu'on a pour aller de l'avant. À 10 heures, si vous voulez faire un break pour les news, soit maximum 2 breaks dans la journée sur les news. Et puis vous dire surtout, là, je vois des copains, oh, c'est bon, ça va repartir comme en 40D en septembre, c'est bon. Non, ça ne va pas repartir comme en 40. Les gens ne vont pas redépenser autant. Les gens ne vont pas juste faire la fête comme après-guerre. Non, ça va être très différent. Il va y avoir un gros clivage sociétal. Ceux qui ont été à l'abri pendant la crise et puis ceux qui n'ont pas été à l'abri, qui ont vraiment souffert au niveau physique, émotionnellement ou financièrement. Donc, ça ne va pas repartir comme un 40. Donc, vous dites, ça va être difficile pendant 6 mois. Je me fais un plan, comment je vais émerger de cette crise, je me dis, post 6 mois, et puis un plan à 3 ans pour moi. Je vais dire 6 ans, mais 3 ans, c'est suffisant peut-être dans notre cas, parce que voilà, peut-être dans 3 ans, on va complètement réémerger un nouveau normal, comme on est en train de l'appeler. Donc, à 6 mois et puis à 3 ans. Et puis enfin, vous travaillez sur votre raison d'être. Vous retournez les 10 ans en arrière dans votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce que vous avez fait? Quelles ont été les rencontres, les bouquins, les conférences peut-être qui ont changé votre vie, les métiers, comment on vous a parlé dans chaque métier, quels ont été les leaders qui vous ont parlé bien, d'une façon qui fasse émerger le meilleur de vous. C'est Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, qui dit aujourd'hui, on est dans un moment où toutes les boîtes, il faut qu'elles aient qu'un but, c'est de faire émerger le héros en chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas un mec perché New Age qui dit ça, c'est le patron de LinkedIn. Il y a Mark Cuban aussi qui a dit ça il y a 3 jours. Mark Cuban qui est le juge pour l'équivalent de qui veut être mon associé sur M6 aux États-Unis en Shark Tank, qui existe depuis très longtemps là-bas. Et Mark Cuban, qui est un des plus successful entrepreneurs aux États-Unis, il dit une chose, il dit on va voir ceux qui émergent en traitant bien leurs employés, ça va être les vrais vainqueurs des 3 prochaines années au niveau business. Donc, gardez ça en tête. Et ça veut dire quoi? Pareil, lui, il parle, comme tous les entrepreneurs américains, de purpose. Même le fonds d'investissement américain BlackRock
pour ceux qui connaissent à Wall Street, ne parlent que d'une chose, n'investissent que dans les sociétés maintenant qui ont un clear purpose. Et encore une fois, ce purpose, c'est de retourner 10 ans en arrière. Vous voyez quel est ce point de convergence, cette substantifique moelle, ce moteur qui a fait que, consciemment ou inconsciemment, vous avez travaillé sur quelque chose. Vous avez été à de l'avant quelque chose. Tous vos partenaires émotionnels, physiques, romantiques, business, vous ne les attirez pas par votre produit, mais parce que vous dégagez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tous les gens à qui on parle, c'est parce qu'on est connecté. Voilà, on est plus ou moins connecté. Donc, plus tu es centré sur toi, plus tu as des bonnes choses qui arrivent. J'en suis vraiment persuadé. C'est vrai, Arnaud, en fait, on parle de la raison d'être des entrepreneurs, mais en fait, ça c'est directement impacté sur les employés, les personnes qui font ton équipe. En fait, c'est intimement lié. Oui. Et ça, c'est d'avoir des grosses conversations. Je pense par exemple à Karim, cette boîte qui s'est vendue pour 3,8 milliards exactement, il y a quelques mois. Ils ont commencé il y a 7 ans, Dubaï. 3 entrepreneurs, un Pakistanais financier, un Suédois passionné du Moyen-Orient et un Saoudien qui a passé une partie de son enfance en Allemagne. Mais les trois étaient passionnés, pour diverses raisons, de changer le Moyen-Orient en quelque chose de positif et donner de la chance à chacun. Ils se sont regroupés. Ils ont tous trouvé qu'en fait, leur raison d'être, c'était ça, c'était de distribuer du positif. Et ils sont rendus compte que la façon qu'ils ont créé leur raison d'être, chacun d'entre eux a eu une crise existentielle à un moment de leur vie. Le Suédois a eu je sais pas quoi, un grave truc au cerveau qu'il a dû faire péter. Le mec, le Saoudien, sa femme enceinte, des problèmes terribles. Et pareil pour le Pakistanais. Et ce sont ceux qu'on s'est rendu compte tous les quatre, parce qu'ils m'ont pris en coach dès 2015-2016. On a réuni les 20 plus gros managers de leur boîte. À l'époque, ils étaient 200 employés. Ils sont 2000 maintenant. Et là, on a vu que les 20 plus gros managers, ils étaient là dans cette boîte à Karim, à Dubaï, parce qu'eux aussi avaient une crise existentielle à un moment de leur vie. Et donc, je dis, il n'y a rien d'hasard. Essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que vos gars, vos femmes qui sont avec vous, vous ont rejoint à un moment donné. Qu'est-ce qui fait? Quelle est cette jointure? Quel est ce point de rupture? Qu'est-ce qui fait que, au-delà du CV, au-delà de leur LinkedIn, au-delà de leur expérience professionnelle, personnellement, il y a une histoire. C'est pour ça que chaque fois que je coach des entrepreneurs, c'est pour ça que j'ai mis cette slide, c'est que le purpose professionnel, la mission statement, est souvent lié à la raison personnelle. Le mec de Starbucks, avant, avait travaillé, je ne sais plus qui, il n'en pouvait plus, c'est qu'intérieurement, émotionnellement, il fallait qu'il change. Il a créé Starbucks. Bon, vous connaissez l'histoire des Google, Netflix, c'était pareil. Hein, c'était un mec qui avait travaillé chez Blockbuster et qui voulait faire autre chose et qui a créé Netflix. On a été parmi les premiers abonnés avec ma femme à Los Angeles il y a 12 ans. Bref, pourquoi j'ai mis ces logos sur ces sociétés actuellement? Elles ont toute une histoire personnelle du fondateur qui est liée à la mission de la boîte. Et les premiers employés étaient liés à la même mission personnelle du fondateur. Facebook, on le sait, hein, Mark Zuckerberg, c'était un neuneu qui arrivait à connecter à personne, hein, un peu autiste, et il a créé ce truc pour connecter aux femmes dans sa fac. Hein, belle, pas belle, il a fait son truc. C'était pas très MeToo à l'époque. Mais le mec, il arrivait à connecter à personne. Il a créé son truc avec 3 nerds dans sa chambre. Il avait une raison personnelle qui fait que Warby Parker aux États-Unis, pas très connu en France, mais les lunettes, ils ont de. Et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est que tous les gens qui rejoignent chacune des sociétés, ils le rejoignent parce que la raison d'être de la boîte, souvent du fondateur ou des fondateurs, est aussi important. Là, je mettais timing, silence, mouvement, passion et connecting. C'est parce que la façon dont vous parlez de votre raison d'être doit toujours être accompagnée de ces 5 choses. Comment vous connectez aux gens, la façon dont vous parlez. Là, c'est très dur pour moi, je ne vous vois pas. Je vois que ma slide. J'aime bien sentir le feeling des personnes. J'espère que l'énergie passe. La passion, vous autorisez à mettre plus de passion. Le mouvement, c'est-à-dire à quel moment vous mettez un peu plus de silence ou pas. Et le timing, il y a des choses à un moment. Il y a, pareil pour la raison d'être. Il y a des moments où il faut communiquer sur votre raison d'être et puis il y a des moments où il faut faire juste le militaire, on va de l'avant, quoi qu'il se passe. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pourrais par exemple parler de tous ces entrepreneurs que j'ai mis sur mes scènes à droite et à gauche
je prenais 7 entrepreneurs et je leur faisais parler sur leur raison d'être. Voilà, je veux parler des exemples français, puisqu'on est en France et on parle en français. Alexandre Mars, par exemple, à un moment donné, il a compris très jeune que ce qu'il voulait être, c'est être le sauveur des autres. Et c'est toujours dit, dès que j'ai 40 ans, je vais me mettre à monter une fondation. Voilà. Et c'est ce qui a guidé sa vie. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit lors du coaching et c'est ce qu'on m'a mis sur scène. Mathieu Nouzareth, qui à l'époque venait de se séparer de sa femme, il avait foiré sa deuxième start-up à San Francisco. Un jour, il lui reste 3 mois de cash et il a 20 entrepreneurs dans une start-up qui merde. Et il me dit qu'il ne peut plus dormir la nuit, il ne peut plus dormir des jours. Il dit qu'il faut qu'il trouve un truc. Il marche dans les rues de San Francisco, il a une idée. Et cette idée pour lui, c'était de mesurer la confiance des employés qu'il avait en lui. Et en fait, sa raison d'être, c'était de savoir à quel point il pouvait construire une équipe soudée sur un domaine. Alors, vous voyez, les raisons d'être, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être figé. Je vois en France qui disent non, les raisons d'être, ça doit être ça. Ou les émotions, ça doit être ça. Non, 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 ça n'a pas besoin. Ce n'est pas quelque chose de philosophique dont on parle. Ce n'est pas quelque chose de, encore une fois, cerveau gauche. Hein. Il n'y a rien de didactique. Ce n'est pas une science exacte. C'est une science expérimentale. Et donc, il a trouvé cette idée. Il a été voir ses ingénieurs. Il dit, écoutez, j'ai 3 mois de cash, mais j'ai besoin 6 mois de temps de vous. J'ai un nouveau produit. Qui est avec moi? Et je crois que la plupart sont restés, sauf 2. Il dit, je n'aurai pas de quoi vous payer, mais je veux que vous bossiez 6 mois. On va sortir un nouveau produit. Il a sorti Song Pop sur Facebook, 100 millions de downloads. Bref, Ilan Abeacera à San Francisco, qui a monté plusieurs boîtes aussi. Son truc, c'est de vivre l'instant présent. C'est sa raison d'être. C'est de vivre l'instant. Qu'est-ce qu'il y a devant lui? Voilà, bon, je pourrais vous en parler pendant Il y a une question, c'est vrai, sur l'item connecting. Est-ce que tu pourrais le repréciser, ouais. le différencier des autres? Alors, pour moi, qui est monté surtout à l'étranger, j'en ai un petit peu fait en France. En France, je sais que ça fait polémique, les Chief Happiness Officer, parce que en France, ils ont fait cette connerie monumentale d'engager juste des stagiaires à faire du ping-pong dans les centres, et ce qui a dégommé un peu le métier. Mais dans le reste du monde, Chief Happiness Officer, c'est que des seniors de 40 ans. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça avant. Et qui sont fascinés. Chief Happiness Officer, c'est une chose. C'est comment connecter les gens à soi et au groupe dans l'entreprise. C'est que ça. Donc, c'est amener de la joie, amener du purpose. Amener de la joie, amener du purpose. De quelque façon que ce soit. Et connecting, au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, on en parle beaucoup de ce mot, c'est le maître mot pour sa raison d'être. C'est tu connectes à soi. Tu connectes à toi, et plus tu connectes à toi, normalement, plus tu connectes aux autres. C'est pour ça que les stand-up comedians, quand ils sont sur scène, en tout cas, il y a cette énergie qui se développe. Ils sont dans ce qu'on appelle en psychologie positive en pur flow. C'est-à-dire que rien ne les dérange. Il y a une connexion avec le public qui fait qu'ils donnent tout ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que le stand-up comedy était très spécifique aux États-Unis, entre parenthèses, parce que c'était connecté sur soi, son histoire, et pas comme en France où les mecs parlaient ils faisaient des caractères, ce n'était pas eux. Donc tu ne sais pas qui ils étaient en fait, les comiques. Aux États-Unis, c'est eux, ils extrapolent ce qu'ils sont. Bon, là, je digresse un petit peu. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre comme slide? Ça, c'est le slide avant. Pardon, moi j'ai une question. Est-ce que au final, je pense qu'effectivement, là, savoir ça, comprendre sa raison d'être, c'est aussi une question d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir essayé des choses et d'avoir identifié des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas et vers où on veut aller. Est-ce que c'est quand même lié à l'âge? C'est-à-dire, est-ce que les personnes peut-être plus jeunes, est-ce que toi, de ton expérience, tu as vu des personnes plus jeunes qui avaient du mal justement à savoir, ou alors qui étaient très fortes là-dessus, et inversement avec des personnes plus âgées? Alors effectivement, 2 choses dans ce que tu viens de dire. Un, ça correspond totalement à l'expérimentation de vie. 2, ça ne correspond absolument pas, pour moi, de ma propre expérience, ou pas si souvent que ça, à l'âge. Alors oui, d'ordre général, tu te poses un peu plus de questions à 45 ans. Je ne sais plus qui disait, c'est à partir de 45 ans, tu deviens philosophe. Soit. Malgré tout,
Ce que je vois, c'est ceux qui se posent des questions, qui réfléchissent sur raison d'être, c'est ceux qui sont activés en termes d'expérimentation de vie le plus tôt possible. Celui qui, à partir de 16 ans, fait tout et n'importe quoi, même peut-être des conneries dans la rue, etc., mais il s'essaie, il expérimente. Il ne vit juste pas juste dans un cocon familial où il est complètement protégé et puis il essaye la vie juste à 24 ans avec son premier job. Alors effectivement, lui, en raison d'être, il va attendre 40 ans. Celui qui a commencé plus jeune à essayer plusieurs choses, à se gourer, à se tromper, à tomber une fois et encore, 2 fois et 3 fois et 4 fois, il peut avoir une raison d'être, mais solide à 18, 20, 22 ans. Elon Musk, c'est le meilleur exemple. Je vous conseille à tous de regarder en termes d'entrepreneur, de raison d'être, d'automotivation, le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le meilleur podcast aux États-Unis. C'est un ancien comique qui est fasciné par les gens et qui pose des vraies questions à toutes sortes d'entrepreneurs, etc. Il a invité Elon Musk, et en fait, on voit qu'Elon Musk, c'est un mec, voilà, il s'en est pris tellement plein la gueule quand il était jeune. Il s'est façonné une volonté d'en faire. Dès 17 ans, il s'est barré au Canada contre l'avis de ses parents, avec une bourse, je ne sais plus trop comment il a fait. Et puis, il s'est pris des gamelles. Hein. Il a montré je ne sais combien de trucs très tôt. Et puis, bon, après, à 24, 25 ans, il y a son première boîte qui a marché. Puis après, il y a eu PayPal, etc. Mais il a essayé très tôt. Donc, moi, ce que je conseille surtout aux jeunes qui nous écoutent, c'est d'y aller, d'expérimenter. Tant que vous avez juste assez de quoi bouffer et un toit, tout le reste n'a pas d'importance. Le fric que vous pouvez ramener chaque mois, le prestige que la boîte pour laquelle vous travaillez n'a aucune espèce d'importance. Il faut y aller. Le but, c'est de se découvrir, de se découvrir, de se découvrir. À un moment, on tient quelque chose. Et ça va pouvoir durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans certains cas, jusqu'à ce que ça change. Moi, ma raison d'être, je vous dis, depuis 5-6 ans, c'était de faire émerger les histoires des autres, de faire émerger la raison d'être des autres, pas simplement en les écoutant. Et là, je sais qu'avec cette crise, c'est en train de changer. Je veux faire autre chose. Je veux peut-être un peu scaler toutes les personnes, je m'aperçois, toutes les personnes passionnantes que j'ai rencontrées, c'est plutôt eux que je veux mettre en avant. Et puis moi, faire moins de conférences, les écouter moins, mais de prendre déjà les gens que j'ai rencontrés passionnants et de les mettre en avant sous une forme de plateforme. C'est en train de changer. Donc, je veux plus promouvoir les histoires passionnantes qui existent déjà. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est essayer, expérimenter. Aux États-Unis, on dit qu'il faut se prendre 3 défaites, 3 bankruptcies pour réussir la 4e fois. Moi, je vois les amis de ma femme qui est américaine, c'est 3 amis autour d'eux. 3 fois, ils ont été en banqueroute personnelle totale. Et ils se sont refait une 4e fois. Totale. Alors en France, je sais quand je dis ça, ça fait les gens grand les yeux. Non, il faut juste avoir des coups. Je pense que le seul truc qui me manque en France de temps en temps, c'est juste d'y aller. Parce que je vois, c'est bien d'y aller en tant qu'entrepreneur quand tu as du chômage qui tombe, etc. Mais voilà, tu iras un petit peu plus vite s'il y a une crise. C'est Jean Monnet qui disent que les gens ne changent que dans la crise. Pardon, les gens ne changent que dans la nécessité. Et là, la crise, ce que ça apporte, c'est cette nécessité. Nécessité d'être en face de toi-même, de trouver ton moteur et puis d'y aller. Et que ça marche ou ça ne marche pas. Là, je pense qu'une des choses positives peut-être de la crise, c'est que les gens vont plus essayer, plus expérimenter, s'en foutre un peu du candidaton. La chose la plus gênante en France en termes de bonheur personnel, c'est le candidaton. Ah, mais si je dis ça sur les réseaux, que vont en penser les autres? Si je crée telle boîte, que vont en penser les autres? Si j'arrête ce boulot, que vont en penser mes potes, ma famille? Et non, à un moment, tu es seul. Il faut y aller. Tu es seul à un moment en tant qu'entrepreneur. Tu crées ta communauté, tu prends des feedbacks, mais c'est toi qui prends la responsabilité. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est vrai que c'est hyper intéressant puisque au final, voilà, toi, tu reviens de 10 ans aux États-Unis, donc tu es très imprégné de cette 18 ans, industrie 18 ans. qui, je pense, alors nous en tant qu'écosystème start-up à Bordeaux, notre maigre avis là-dessus, c'est qu'effectivement, on rencontre des entrepreneurs brillants, mais de temps en temps, ça manque un peu de niaque, etc. Donc après, il y a un super écosystème à Bordeaux, Paris, enfin en France entière. Hein, mais voilà, c'est vrai que ce petit déclic qui fait que, ah tiens, on y va, comme tu dis, tu sais, c'est assez
Voilà, c'est intéressant parce que voilà, toi, tu viens voilà, des États-Unis. Donc, Ouais, il y a aussi ouais. une question de Est-ce qu'il y Karine. a des questions? Vas-y. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a une question de Karine. Karine, je ne sais pas si tu vois le chat, Je peux voir. ouais, qui a posé une longue question. Je te laisse en prendre connaissance. Oui, oui, oui. Euh, il y a une phrase qui me vient. Je lis ton blog, Karine, et il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que quelqu'un. Là, on est en train de tous se poser sur les questions de ressources pour aider le monde, etc. Et c'est vrai que c'est catastrophique qu'on a mis une partie de nos trucs sur la défense militaire au lieu qu'on les a mis sur les hôpitaux. Pourquoi je te raconte ça? C'est qu'il y a assez de ressources aujourd'hui pour tout le monde sur la planète. Sauf que il y a pas assez de place pour tous les égos qui existent. Donc effectivement, en France, on a cet égo prestige. Voilà, il faut qu'on soit professeur au lieu de partager. Moi, j'ai plein d'affaires copains français qui m'ont dit arrête de partager ton savoir quand tu ne te fais pas payer. Il y a un homme d'affaires français avec qui j'avais démarré quelque chose. On a dû arrêter au bout de 3 mois. Arnaud, arrête de donner à l'américaine. Non, 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 non. Il faut prendre dès le départ. Non, non, non. À l'américaine, tu donnes, et puis après, normalement, ça vient. On prend un petit peu plus au karma. Donc, oui, mais ça, c'est quelque chose de sociétal, Karine. Donc, après, là, c'est pas un webinaire sur ce qui se passe en société, même si c'est passionnant, c'est plus au niveau soi. Si nos entreprises n'ont pas d'action altruiste, citoyenne positive pour la société dans son ensemble, n'est-ce pas le moment de créer des futures actions qui dépassent l'intérêt pour le business? Absolument d'accord. C'est pour ça qu'en France, il y a plusieurs démarches qui ont été faites dernièrement, comme le pacte. Là, c'est quelque chose de légal qui fait que le purpose de l'entreprise est inclus. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de B Corp, tu as peut-être entendu parler, les B Corporations, qui font que voilà, tu as un impact. Moi, la plateforme que je veux monter, ça va être que sur les socio-entrepreneurs, les entrepreneurs qui veulent faire un impact dans le monde. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y aura un petit peu moins, j'espère, de gens juste greedy, qui veulent créer des boîtes, mais qui veulent aussi avoir un impact là-dedans. J'espère que ça répond à ta question. Il y a également il y a Cécile qui nous donne un exemple assez sympa. Les chauffeurs de taxi de San Francisco Ouais. sont fascinants, le sens tu sais, de cette résilience qu'ils ont commencé très jeunes. Enfin voilà, c'était au moment où tu parlais de ça. Ouais. Donc là, de parler des taxis qui ont commencé très jeunes, c'est ça? Oui, voilà, elle donnait l'exemple que à San Francisco, voilà, les taxis, enfin les taxis ont commencé très tôt à bosser et qu'ils ont beaucoup, enfin voilà, Ouais. expérimenté pas mal de choses, quoi. Ouais, mais bon, il n'est jamais trop tard. On peut expérimenter le plus de choses possible à n'importe quel âge. Euh, euh, bon, j'ai des exemples à ce foison, mais à Paris, je connais un mec à 70 ans et il monte encore une autre boîte. Et j'avais le père d'une amie marocaine à 75 ans, il montait un nouveau business. Donc, il n'y a pas d'âge. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'une fois qu'on voit de monter quelque chose, qu'on peut créer de l'énergie autour de soi, c'est ça, hein, c'est créer une énergie, un dynamisme, un flow, un mouvement. Ça devient une habitude après. Ça devient, voilà, comment je peux créer une autre énergie, un autre mouvement. Et puis, ça peut me faire bien gagner ma vie, tant mieux. Mais c'est déjà le but, c'est de créer du mouvement. C'était quoi le podcast sur Elon Musk, Alexandre? Ça s'appelle Joe Rogan, Rogan. Je l'ai partagé, ouais. L'un des meilleurs podcasts qui existent au monde. Pour moi, il y a 2 podcasts à suivre en tant qu'entrepreneur. C'est Joe Rogan et puis c'est bien sûr Tim Ferriss. Je ne sais pas si tous les entrepreneurs français connaissent. C'est les 2 que je suis assez souvent. Simon Sinek, oui, bien sûr, il en parle beaucoup. Le Why, donc c'est lui qui s'était fait connaître sur TEDx Maastricht en 2011. L'Ikigai aussi. Donc, il y a plein de choses. En Afrique, on parle beaucoup de Ubuntu. Ensemble, on trouve cette raison d'être. Ensemble, together, on est dedans. Serait-il possible de voir les questions qui nous sont posées conférenciers? En fait, les questions, je les entends directement d'Alexandre. C'est pas grave, j'essaie de voir. Joe Rogan, oui, c'est bien des gens brillants, les chauffeurs là. Eh ben, ça, c'est clair. Les boat people, ils ont une vision de la richesse et de but très, très différent. On est exactement en train de différent. En fait, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y a une manière de parler. Donc, moi, comment je sais que j'ai en face de moi là, des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise ou des gens qui pensent à monter des boîtes, je ne vais pas parler pareil
si je parle, voilà, quand j'étais volontaire pendant plusieurs mois en Afrique, en Tanzanie, dans des petits villages. Je ne parle pas de la même façon. Ce qu'il faut, c'est de trouver des gens qui ont envie de partager ce dynamisme, ce bien-être, qui ont envie de rendre du bien. Après, normalement, les gens qui sont fascinés par communiquer un enthousiasme, ils savent qu'ils s'adaptent différemment selon leur auditoire. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est super. Pour l'instant, il n'y a pas de questions supplémentaires. On a gardé tout le monde ou on en a perdu pas mal? Non, non, on est resté à 80 personnes tout le long. Donc, non, non, écoute, pour l'instant, voilà, je pense que. Super, Olivier. Il est devenu entrepreneur sur le tard, 57 ans. Et on peut vraiment se marrer. On a vraiment, c'est utiliser l'expérience. C'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi, les différentes choses. Je connais un vieux Brésilien qui a 70 ans, 65 ans à Paris, qui a toujours fait des petits boulots, voilà, des petits boulots. Il était plutôt médium qu'autre chose. Et puis là, comme il n'y a plus de job de médium, c'était près la crise, il me dit, il faut que je trouve un nouveau job. Je ne sais pas ce que je dois faire, Arnaud. Qu'est-ce que je peux faire comme carrière? Et voilà, il va se recréer à 65 ans. Lui, il ne voit aucun problème. Alors que c'est sûr, si tu veux, moi à New York, les gens qui ont suivi mes conférences, il y a beaucoup de femmes, c'est pourquoi, mais beaucoup de femmes importantes, grosses carriéristes qui voulaient changer de vie et faire leur passion comme elles avaient l'impression que je fasse la mienne sur scène. Je me dis, ah non, on va faire pareil. Donc j'ai monté des séminaires sur comment vivre de sa passion. Et là, en gros, il n'y en a aucune qui, au bout de 2 jours, sont lancées dans leur passion parce que je leur dis oui, vous allez pas vivre sur votre qualité de vie et votre qualité financière pendant au moins 2 ans. Et là, tout le monde raccrochait. Ah oui, effectivement, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de sacrifice. Il y a la notion de sacrifice d'entrepreneur. Il y a des choses que tu vas perdre, des choses personnelles, professionnelles, mentales, que tu ne vas plus avoir quand tu es à côté de toi. Et ça, il faut être OK avec ça, c'est tout. Tu te lances là-dessus, c'est quoi tes sacrifices? Je vous encourage à lire un autre bouquin là-dessus, un bouquin excellent, je sais pas là, qui parle de ça, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et en France, c'est l'art subtil de n'en avoir rien à foutre, je crois. Je ne sais plus qui a dit, Mark Manson, je crois, qui a écrit ça. Il s'appelle lui-même un non-motivateur aux États-Unis, mais il parle que de motivation. C'est passionnant. Et lui, il parle que de ça. C'est quel domaine dans lequel tu peux prendre des sacrifices et les sacrifices, bref, tu es OK avec des gros sacrifices et tu te lances là-dedans. Lui, en fait, est devenu écrivain parce qu'en fait, il voulait être rockstar, mais en fait, il n'a pas envie de galérer sur les petites scènes avec 3 personnes qui t'écoutent pendant 10 ans, comme la plupart des rockstars ont fait avant de devenir connus. Il dit non, non, je préfère rester chez moi tranquille en tant qu'écrivain. Et donc, je préfère 10 ans avant qu'un bouquin soit produit, mais je suis tranquille avec mon petit café chez moi confort. Et il a attendu 10 ans, son premier bouquin a été bien reçu et il en vit très bien aujourd'hui. Mais il n'était pas fait pour devenir rockstar, il n'était pas fait pour prendre les sacrifices que demanderait de devenir potentiellement rockstar. Mais potentiellement un écrivain à succès, il avait la capacité en lui de faire les sacrifices que ça demanderait. Tu as également une question de Hubert qui est assez intéressante. Ouais. Trouver sa raison d'être passe par l'acceptation de ce qui nous sommes. Bon, voilà, avec une remarque qui dit que les Chief Happiness ne sont pas forcément formés à ça et qui justement il manque de profondeur. Qu'est-ce que Bien sûr. Bien sûr, ils ne sont pas forcément. Parce qu'en France, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a déclaré ça, décrété ça, c'est ils pensent que le bonheur, c'est juste de quelque chose de figé ou c'est juste on a la patate. Alors que le bonheur pour moi, c'est juste être vrai. Être vrai avec tes émotions, être transparent. Et être transparent, ça demande effectivement d'avoir une conscience de soi, d'avoir fait un peu de travail sur soi. Effectivement, si tu demandes j'ai vu qu'en France, on demandait à certains Chief Happiness Officers, c'était des mecs qui n'en avaient absolument rien à foutre, qui étaient des jeunes financiers ou marketing. On ne pouvait pas les promouvoir tout de suite en tant que cadre en finance ou marketing. On dit, tiens, tu ne veux pas être Chief Happiness Officer? Non, non, tu ne mets pas ça quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Moi, je m'en fous que la personne ait 24 ans. Si elle a fait un travail sur soi, si elle a bourlingué, si elle a fait des trucs de dingue peut-être en cité ou dans l'humanité en Afrique, où elle s'est creusée. Donc pour moi, juste voilà, 2 choses. Le bonheur pour moi, le bonheur personnel, c'est être vrai avec soi-même, être aligné et être en recherche perpétuelle de sa raison d'être et faire du mieux possible avec les gens que tu as en face.
de toi. Voilà ce que c'est que le bonheur. Et j'ai Il y a fait des... également, du coup, Evans qui partage une expérience intéressante, qui dit que lui, il fait des allers-retours perpétuels entre un petit peu du salariat dans Très bien. l'événementiel et de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est voilà, ce qu'il dit, c'est un choc émotionnel permanent. Enfin, c'est les deux cas de figure, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, c'est super, Evans. Je suis content qu'il y en a plein qui aiment bien les bouquins que j'ai cités. Très bien, Evans, effectivement. Euh, Écoutez, il y a pas de raison. Je sais qu'en France aussi, on dit ah oui, alors si tu es entrepreneur, il faut être entrepreneur toute ta vie. Non, si jamais tu n'as plus de fric ou il faut que tu retournes à autre chose, tu peux. Moi, qui sais, si j'ai plus du tout de coaching et j'ai plus de conférences à faire dans 6 mois, il faudra bien que je bouffe. Peut-être que je vais appeler mes potes des Nations Unies et ils n'ont pas un poste quelque part. En tant que formateur, il faudra bien que je bouffe. Et puis, je vais m'éclater aussi. Je trouverai une raison d'être sur ce que je fais actuellement. Et encore une fois, c'est vraiment sans foutre de ce que disent les autres. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi maintenant pour te découvrir, pour être la personne que tu es intérieurement? C'est ça le bonheur pour moi. Merci beaucoup, Arnaud. J'étais enthousiaste. Merci. Oui, on fait des sacrifices. On se met la pression par rapport à notre famille. J'ai divisé par 2 mes revenus. Eh bien oui, merci. Faut continuer à oser. Merci. Bah, écoute, je t'en prie, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible pour du coaching online pour les individuels, les entrepreneurs surtout, parce que c'est la partie de population que je connais le plus. Et puis les équipes aussi, hein. Je commence à faire depuis 2 jours, c'est tout nouveau, mais je commence à faire depuis 2 jours beaucoup de séminaires, de Zoom en ligne avec des équipes de 45 à 1h30. Ça marche très bien. Ça fait 15 jours qu'on essayait un petit peu, on faisait des tests et là, depuis 3 jours, c'est professionnel, ça marche, c'est parti avec mes clients. Et j'espère que ça va continuer. Donc, n'hésitez pas à faire appel pour moi. N'hésitez pas à me rajouter sur mon Facebook privé. Je fais des Facebook Live de temps en temps, beaucoup sur la réinvention personnelle. Encore un autre sujet. Bon, j'évoque tout ce qu'on a évoqué, mais là, c'est vraiment là sur réinvention personnelle. Je fais quelques webinars sur l'intelligence émotionnelle. Je vais en refaire un vendredi avec une autre coach. Vous pouvez ajouter sur LinkedIn là-dessus, vous allez voir. Je vais faire un webinaire la semaine prochaine avec un de mes potes, Jonathan de Londres, de la City, sur bonheur et finances, sachant que beaucoup d'entre nous, on va avoir un petit peu de moins de finances pendant ces prochains mois, ces prochaines années. Il faut continuer à être heureux, se souvenir que voilà, argent n'égale pas, surtout pas bonheur, mais de manager ce qu'on a au mieux. Le bug humain, pour comprendre voilà, plein de choses. Merci. Merci Cécile. Café quand le confinement s'est terminé, écoute, avec plaisir, Cécile. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne youtube.com/standupforpassion. C'est pas sur moi, on voit jamais ma gueule, mais c'est que sur les hommes et les femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, que j'ai coachées qui parlent de cette résonance intérieure, de leur raison d'être, de comment elles se sont trouvées. Voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur les Facebook, les LinkedIn, Instagram, c'est @standupforpassion, etc., etc. yes, j'ai partagé du coup tes profils, j'ai pris l'initiative et du coup, en tout cas, merci beaucoup Arnaud, c'était Merci. super. Ah, il y avait une dernière question de Ouais. Caro, comme il l'a déjà posé plusieurs fois. C'est comment s'assurer de rester en mouvement? Je ne sais pas si tu la vois. Ouais, je vois. Super. Comment s'assurer pour rester en Alors, c'est tout ce que je disais en amont. Je ne sais pas si tu étais là, Karuk, mais je disais, ça commence par cette discipline qui structure ton cerveau. Tu es forcé de faire du sport chaque jour. Tu es forcé. Que ça soit du yoga. Ma femme se lève à 5 heures du matin et fait du yoga. Moi, jamais je pourrais faire ça. Tous les matins. 40 minutes de yoga, 40 minutes de méditation. Ce qui est sûr, c'est tous la méditation au moins 2-3 minutes par jour. Même 3 minutes, ça peut changer ta vie. Tous du sport chaque jour. Tous de la lecture positive. Tous chaque jour. Tous cette vision à 6 mois. Comment tu vas survivre cette crise pour toi intérieurement, mentalement, pour toi avec tes équipes, pour toi financièrement, et puis à 3 ans. Et puis après, demander aux gens qui nous connaissent le plus. Tu m'entends toujours, Alexandre? Oui, oui, bien sûr. Et après, demander aux gens qui nous connaissent le mieux, c'est-à-dire nos employés, nos employeurs, nos teams, nos proches amis, qu'est-ce qui fait qu'en moi, je peux trouver cette ressource intérieure? Souvent, c'est les amis proches qui vous disent ce qu'il y a de mieux chez vous. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, en permanence, ce qui marche dans le monde. Moi, aujourd'hui, mes journées sont divisées en 3 choses. Ce que je peux faire pour les clients. Je les contacte, les emails, les téléphones. Qu'est-ce que je peux? Comment je peux faire? How can I be of service to them? Désolé, mais j'ai plus l'habitude de le sortir en anglais.
comment je peux être au service avec les gens que j'aime, avec mes clients, avec mes contacts. Et rien que par ça, normalement, vous aurez du business qui va tomber. Et puis, si vous n'avez pas de business, tant mieux, c'est du karma. C'est du karma en plus à terme. Vous divisez le reste de votre journée sur comment vous faites actuellement avec le business que vous avez, le gérer, votre finance, etc. Et puis, qu'est-ce qui marche? Moi, je lis sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, etc., sur les domaines qui vont rester à marcher. Alors, je vais peut-être rien faire dedans, mais au moins, ça me permet, moi, de garder ma propre motivation sur ce qui se passe dans le monde, toutes les choses positives. Mais si on n'aime pas les gens, on fait comment? Ah ben là, c'est un petit peu mal parti quand même. Mon conseil, c'est quand même de commencer à essayer de les aimer. Même un petit truc, juste un petit truc. Je ne sais pas, Louis de Funès, tu aimes bien Louis de Funès quand même. Bon, ben voilà. Donc, voilà, tu prends une personne dans ton entourage. Voilà. En tout cas, je suis un peu disponible en ce moment. Il y a une question de Marilène aussi qui est assez intéressante, puisque j'imagine que tu dois avoir du recul là-dessus. J'ai travaillé dans un grand groupe qui affichait de fortes valeurs, mais ce que je vivais au quotidien dans l'équipe était complètement l'opposé. Comment cela s'explique? Ça, oui, j'ai vu ça avec certains groupes. J'ai même refusé une proposition d'un grand groupe dans les médias en France qui voulait que je fasse ce que je sais faire, c'est-à-dire redonner de la joie et parler de raison d'être, hein. Et puis après, il me dit il y aura un plan de licenciement de 300 personnes. Ah oui, d'accord. Non, merci. Gardez votre chèque, pas pour moi. Effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui prennent les bonnes valeurs, qui le prêchent parce que c'est bon pour la marque employeur. Je préfère quand même qu'ils fassent ça, mais malheureusement, il y en a qui vont l'utiliser. C'est comme tout, hein, ils vont utiliser les besoins négatifs pour faire quelque chose un petit peu dégueulasse derrière. C'est tout. Quitte ce groupe, c'est tout. Et si tu n'as pas de quoi bouffer, tu demandes à un copain de prêter pour 3 mois ou tu prends un prêt, mais tu quittes ce groupe. Ça, j'ai des gens qui m'écrivent chaque semaine là-dessus, peut-être chaque jour même. Donc, c'est tout. Si le groupe exprime des choses qui ne sont pas en complète reliance avec ce que tu es, mais tu quittes, tu te bats maintenant. Le but de la vie, la transformation spirituelle, hein, c'est de devenir de réactif à proactif. C'est là la transformation spirituelle. Et notre but à tous, c'est de se transformer spirituellement, de devenir la personne qu'on est. Et pour ça, il ne faut plus être réactif, il faut être proactif. Donc, si tu as été réactif assez longtemps, tu te barres, c'est terminé. Et même s'il y avait un beau salaire, et même si tu ne sais pas quoi faire, pareil, j'ai une amie dans le luxe, elle a 52 ans. Ah, mais elle est géniale, ma boîte. Moi, j'adore le luxe, j'ai plein de clients dans le luxe. Mais sa société en particulier, c'est une toute petite boîte dans le luxe et qui ne fait pas ce qu'il faut. Et chaque matin, depuis 2 ans, elle a boule au ventre. Je ne sais pas, son mari est financier, elle pourrait quitter demain, je ne comprends pas. Mais qu'elle quitte. Je ne sais pas si elle va avoir un ulcère et un cancer, ça va être la faute de qui? Quitter, il faut juste avoir les couilles de se barrer. À un moment donné, on ne vit qu'une fois. Il y a quelqu'un qui a dit notre deuxième vie commence le moment où on comprend qu'on n'en a qu'une. C'est tellement vrai. Voilà. Tu m'entends toujours? Yes, ouais, c'était. Bah, effectivement, c'est vrai que c'est. Il faut oser, quoi, hein, c'est un peu le fin mot de l'histoire. C'est. Idem, grand groupe spirituel, mais bon, ça, c'est dans tous les groupes. Ah, merci. Oui, effectivement, j'ai écrit un bouquin, j'ai lu. Heureusement que j'ai lu mon bouquin après l'avoir écrit. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mister Happiness chez Larousse il y a 2 ans, justement sur la réinvention perpétuelle. Le tiers du bouquin, c'est sur le bonheur au travail, et les 2 tiers du bouquin, c'est sur la réinvention perpétuelle. Donc, ce n'est pas didactique, ce n'est pas une méthodologie, c'est des petits trucs, des exercices qui font que ça peut peut-être vous donner quelque chose. Je vous recommande aussi plein de vidéos comme sur ma chaîne YouTube, celle notamment de Ratsana Das. C'est un ami indien-américain, brillantissime, bon en mathématiques. Il est né en Inde, New Delhi, et tellement bon qu'à un moment, il y a Goldman Sachs qui le prend, l'envoie à New York, et le mec fait ses millions. Mais il est tellement malade tous les matins parce qu'en fait, il est spirituel. Il voulait être un Zen Master. Mais il n'a jamais osé annoncer ça à sa mère parce qu'il dit « je vais tuer ma mère le jour où je vais annoncer ». Parce que, comme malheureusement beaucoup de familles indiennes sont assez obsessionnées par le fait que le fils soit financier, docteur ou lawyer. Et à un moment, voilà, il a pris 2 semaines pour lui, il a annoncé, il est devenu bouddhiste, il est devenu Zen Master pendant 3 ans, travaillé dans un temple, et puis aujourd'hui, il est leadership coach.
mais il a passé ce moment de lui, sa peur, c'était de l'annoncer à sa mère. On a tous des peurs différentes, tous. Transcender sa peur, c'est ce qui fait que vous allez devenir votre bonne personne, votre vraie personne. Les bilans de compétences, j'ai l'impression que ça aide plus les RH qu'autre chose pour moi. Ce que je vous conseille plus, le bilan de compétences, qui pour moi, je regarde un peu tout ce qui se passe, hein, tous les 360 machin. Je suis plus sur une chose que j'adore, ça s'appelle l'énagramme, pour ceux qui connaissent. Je vais l'écrire. Énagramme, test de personnalité. Test de personnalité. Vous regardez ça sur Google. MBTI, c'est bien aussi MBTI, bien sûr, mais Enneagram, très fort. On a fait des week-ends complets sur l'analyse d'énagramme de moi, de ma femme, des amis, des gens. Il y a Goldman Sachs qui prend que l'énagramme pour voir la capacité de leur gars à Hong Kong, par exemple. Il y a un copain qui a été embauché juste pour faire ça. Je ne crois pas que c'est trop connu en France, à part dans le milieu spirituel, mais ça devrait être appliqué au business, je crois. Donc voilà, une dernière question peut-être, Alexandre, je ne sais pas, je n'avais pas regardé là. Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Il est 13h40, donc on a dépassé un petit peu, mais Non. tu avais dit c'était bien, tu vois, on a pu bien discuter. Bon, j'ai mis de l'énergie ou pas? Ah, écoute, c'était très inspirant, ouais, vraiment. J'ai essayé. Hein, Non, j'ai non, essayé. c'était vraiment super. Et puis d'ailleurs, tous les retours sont positifs. À toute l'audience, pour information, vous aurez un petit sondage pour savoir si vous avez apprécié le format, le contenu, le travail d'Arnaud. Et puis, n'hésitez pas vraiment à nous apporter toutes vos suggestions. Le prochain webinar, c'est vendredi à 11 heures. Et en fait, on essaye bien évidemment de s'améliorer à chaque fois, hein, comme vous le savez. Et on prépare pas mal d'autres événements. On prépare aussi, j'ai une des startups qu'on accompagne qui aimerait bien témoigner sur comment est-ce qu'ils sont passés en 100% télétravail en 48 heures suite à la crise. Comme je l'ai dit vendredi à 11 heures, c'est autour de la gestion de crise. On va peut-être aussi organiser une table ronde autour du machine learning. Alors là, c'est un peu plus tech, mais en tout cas, c'est un peu dans les tuyaux. Donc voilà, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, Arnaud. Cette période de confinement, elle est utile justement, je pense, pour se reposer les bonnes questions, pour définir les valeurs, un petit peu le storytelling de l'entrepreneur, de l'entreprise. C'est aussi un bon moment pour travailler sur son produit. Donc là, je vais repartir sur quelque chose de euh, beaucoup plus attrait aux produits startup, donc tech. Moi, j'ai beaucoup de startups qui me disent, nous, on profite de ce confinement pour travailler sur notre produit, sur notre offre commerciale. Et du coup, je pense qu'un des prochains sujets de webinaire, ce sera justement comment revoir sa roadmap produit, comment bénéficier justement de cette période pour retravailler le discours commercial et le product management. Très bonne idée, Alexandre. Merci beaucoup en tout cas Arnaud, merci à tous. Vraiment, c'était très chouette de vous avoir et puis de savoir que vous étiez un peu partout en France et ailleurs. Donc, merci, bravo Arnaud, super. Et puis on se retrouve à une prochaine occasion. À la prochaine. Let's, Ouais, let's do it, man. merci. Salut Let's do Arnaud. it. Salut. Let's do it. Merci à tous. Salut. Je peux partager ton adresse mail du coup. Bien sûr. J'ai partagé toutes tes, Donc, tout ce qui est les gens, LinkedIn. ils sont encore là en Ouais, ce ouais, moment? les gens sont encore là. Ouais, ouais, les gens sont en train de partir petit à petit. Mais si Super. tu veux, on peut s'appeler, comme ça on fait un petit point. En tout cas, merci. Non, c'était une belle opportunité. Puis, s'ils ont aimé, c'était important. Si ça a pu leur servir Sur l'adresse mail. momentanément sur cette crise, ça peut être pas mal. Bon, allez, je quitte le webinaire. Merci beaucoup. Merci, salut. Au revoir. Salut, salut. Salut. Au revoir à tous.